Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 392 du podcast Jean Actu. Alors Mathieu, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview de la saison NFL pour la 16e semaine. À mes côtés cette semaine, il y a Grégory Richard. Grégory, bonjour. Salut Alain et bonjour à tous. Grégory, on dit joyeux Noël du coup le 24. Oui, joyeuse fête à tout le monde, tout à fait. Ouais. Voilà, joyeux Noël, bonne fête à toi, bonne fête à tous. Merci. Nous enregistrons donc un 24, il est 16h35, alors je ne sais pas si tout le monde va nous écouter au moment du réveillon, ni même au moment du repas du 25 ou des choses comme ça, mais vous allez pouvoir télécharger ça tranquillement pendant la fin de semaine pour votre preview de la semaine. On va parler notamment de la course au playoff en NFC, après avoir fait un point sur la FC la semaine dernière, c'est au tour de la NFC où les choses s'éclaircissent quand même plutôt clairement. Oui, s'éclaircissent clairement, c'est un pléonasme. Une très belle affiche interconférence entre les Packers et les Titans, les pronostics, voilà pour le programme de ce jeudi et c'est parti. Hey, it's Jack Rabbit. You listening to the Touchdown Podcast. Tune in, baby. La course au playoff dans la conférence NFC, ça continue et ça approche de la fin parce que les places pourraient s'arracher pendant les jours à venir. Grégory, on va faire donc comme la semaine dernière un petit point. On va essayer d'être le plus clair possible parce qu'on sait qu'à l'audio avec tous les possibilités, c'est pas toujours évident. Déjà, ce qu'on va dire, c'est les éliminés. Panthers, Falcons, 49ers, Lions, mathématiquement, c'est fini. Donc on n'en parle plus. Les déjà qualifiés, les Packers qui ont remporté leur division. Qui plus est, les Saints, les Seahawks. On a 3 qualifiés mathématiquement. On est d'accord, on va pas parler de l'ordre des vainqueurs de division, etc. Là, on parle juste vraiment des 7 équipes qui vont en playoff, hein, sinon on va pas s'en sortir. Greg, on commence par la NFC Est, parce que là, c'est assez simple. Il y a 4 équipes et une seule place. Ouais. Washington a 6 victoires, Cowboys a 5 victoires, Giants a 5 victoires, Eagles a 4 victoires. Washington joue les Panthers et les Eagles. Une seule victoire leur suffit si les Giants perdent un de leurs matchs. Ils semblent quand même être en énorme pole position. Bah, sachant que les Giants jouent à Baltimore, en l'occurrence, ce qui est quand même un peu moins évident que la réception de Carolina pour les retrouvailles de Ron Rivera avec son ancienne franchise. Donc oui, en effet, l'équation la plus simple, surtout vu l'état de forme actuel de la football team, qui a quand même réussi à s'imposer du côté de Pittsburgh, pour ne citer que ce succès-là. Voilà, ils ont quand même a priori toutes les cartes en main face à l'équipe des Panthers qui n'a pas démérité cette saison, mais qui est quand même clairement sur la pente descendante en cette fin d'année, en cette fin d'exercice. Les Eagles doivent battre Cowboys et Washington et espérer que personne ne gagne dans la division. Ça semble quand même quasiment fini pour Philadelphie. Ouais, mais alors c'est compliqué honnêtement parce qu'ils nous ont tellement habitués à des revirements de situation un peu what the fuck, justement tu vois le scénario où justement Carolina irait gagner par surprise du côté de Washington, enfin des grosses surprises hein, parce qu'encore une fois le bilan est quasiment similaire, mais en tout cas ouais, s'ils arrivaient à créer la surprise du côté de Washington, je serais pas totalement surpris de voir Philadelphie gagner à Dallas et contre Washington, surtout avec le petit coup de fouet qu'a quand même apporté notamment la titularisation de Jalen Hurts. Donc c'est une équipe qui est difficile à mettre de côté. Je sais pas trop dans quel état d'esprit sont les fans des Eagles. Est-ce qu'ils préféreraient vraiment les playoffs vu, on va dire, le sentiment qu'on repousse l'échéance constamment et qu'on va pas forcément aussi loin qu'il y a quelques saisons en phase finale. Mais ouais, en tout cas, j'exclus clairement pas les Eagles, surtout avec 2 matchs de division encore au programme. Alors, les Cowboys, eux, jouent Eagles et Giants. Là aussi, il y a 2 matchs de division. Les Giants jouent Ravens et Cowboys. Donc, les Giants, on l'a dit, semblent quand même le plus en mauvaise posture parce qu'il y a ce match qui arrive contre Baltimore. Les Cowboys, ils jouent donc, on l'a dit, Eagles et Giants. Ils ont qu'un match de retard sur Washington. Ils peuvent aussi être un des gros outsiders pour finalement sauver une saison, d'ailleurs, qui était très, 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 très mal engagée.
Oui, c'est sûr. Alors, ce qui joue contre eux, en l'occurrence, c'est justement le fait qu'ils aient perdu les 2 matchs contre Washington, si j'ai pas de bêtises. Oui, ils ont un très mauvais bilan de division. Voilà, donc donc ils faut auront pas probablement pas les tiebreakers. Voilà, faut pas qu'ils terminent vraiment seuls à égalité avec Washington en l'occurrence, mais c'est sûr que déjà battre Philadelphie, vu que eux aussi ont été capables de quelques belles surprises au cours de ces dernières semaines, surtout avec les blessés, hein, notamment offensivement, qu'on a longtemps énumérés, c'est sûr qu'en tout cas, les voir positionnés, encore une fois avec mon scénario, Washington perdrait contre Carolina, les voir à égalité avec Washington en déplacement à Philadelphie, et ce match face aux Giants qui va quand même distribuer pas mal de cartes, ça peut être quand même assez excitant à voir pour une équipe qui aura longtemps paru au fond du trou, longtemps amenée à jouer les 3 premières places de la draft, et puis qui finalement arriverait à coiffer tout le monde au poteau. Mais il faut déjà gagner ce match contre Philadelphie, et même si la défense c'est un poil mieux que ce qu'on voit depuis le début de la saison, encore une fois, bon, la régularité sur 60 minutes, c'est pas forcément le fort de Mike McCarthy et des Cowboys cette année. Donc on peut dire grosso modo dans cette division les Washington en pole position et derrière Eagles Cowboys à l'affût. Ouais, moi je le mettrais et dans ce Giants, ouais. Voilà, en difficulté. C'est la NFC, tu l'as dit, il peut se passer beaucoup de choses, mais on va partir en tout cas sur ces suppositions-là. Donc on a la NFC Est. Il y a les 3 qualifiés dont on a parlé, plus la NFC Est. Ce qui veut dire que ça fait 4 places, il en reste 3. Actuellement, mathématiquement, on a 5 équipes en course pour ces 3 choix, ces 3 positions. Les Rams, les Buccaneers à 9 victoires, les Cardinals à 8 victoires, les Bears à 7 victoires et les Vikings à 6 victoires. Les Vikings, ça semble quand même très très mort, puisqu'il faut espérer battre les Saints, battre les Lions et espérer qu'en gros personne ne gagne devant. Sachant qu'ils jouent chez les Saints, qui ont une petite revanche à prendre par rapport à la défaite en playoff l'année passée. Voilà, donc on est d'accord que les Vikings c'est mort sauf miracle. Oui, non, là de toute façon ils se sont tirés une balle dans le pied avec leur défaite contre Chicago, donc ça me paraît très compromis. Ouais. Donc il nous en reste 4 pour 3 places. Sauf cataclysme, les Buccaneers, ça semble bon. Ils jouent Lions et Falcons, ils ont besoin d'une victoire. A priori, Tampa, c'est bon. A priori, Tampa, ça devrait passer. Ouais. Bon. Donc il nous reste 2 places, 3 équipes. Rams, Cardinals, Bears. Les Bears jouent les Jaguars et les Packers. Ils ont l'avantage sur les Cardinals en cas d'égalité. Donc il faut une victoire et espérer que les Cardinals perdent tout. Une victoire peut leur suffire si les Cardinals perdent tout. Les Cardinals jouent Niners et Rams. Ça semble compliqué aussi pour les Bears. Oui, ou après on a vu que par exemple, ils jouent les Niners à domicile, les Niners qui ont piégé 2 fois les Rams, si on part par là. Donc c'est vrai qu'Arizona qui n'a pas toujours assuré cette année, ils ont quand même des défaites un peu surprenantes. Hein. Au-delà de la défaite à New England qui n'est pas déshonorante parce que c'est à Foxborough contre un bon coaching staff, il y a cette défaite par exemple à domicile en début de saison contre Détroit. Qu'ils ont un petit peu traîné comme un boulet pendant pas mal de temps, et puis d'autres défaites un petit peu surprenantes. Mais oui, en effet, pour Chicago, ça reste quand même relativement compromis. Voilà, c'est pareil, je parlais de cette défaite de Minnesota contre les Bears qui a coûté cher, celle contre Détroit à Chicago, ça a été encore plus le cas, et c'est vrai que là, en l'occurrence, le match contre... Enfin, en fait, tout dépend de la motivation de Green Bay lors de la dernière semaine. Ça va être toujours la même chose, parce que je les vois potentiellement gagner à Jacksonville, vu qu'ils ont eu un sursaut d'orgueil le week-end passé. Après, c'est est-ce que vraiment Green Bay... Alors, je sais que tu voulais pas spécialement développer là-dessus, mais voilà, si Green Bay doit défendre sa première place de conférence, voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en considération, surtout qu'il n'y a qu'une seule place en l'occurrence. Donc celle-là, pour le coup, va être vraiment recherchée et tentée d'être conservée éventuellement par Green Bay. Mais voilà. Après, oui, en effet, si on regarde le calendrier d'Arizona, ça paraît quand même compliqué de les voir paumer les deux, même s'il y a les Rams en dernière semaine. D'ailleurs, il y a un match, donc le match Cardinals-49ers de cette semaine, il est très important parce que en cas de victoire, les Cardinals envoient les Rams mathématiquement en playoff et éliminent les Vikings. Donc déjà, ils enlèvent deux choses. Si les Vikings ne sont pas déjà éliminés après avoir perdu contre les Saints éventuellement d'ailleurs. Mais, et je crois même qu'ils éliminent les Bears mathématiquement si les Cardinals gagnent. Alors là, j'aimerais bien t'aider, mais alors je t'avoue que... non, mais parce que j'ai dit que... Alors attends, voilà, j'espérais ne pas m'embrouiller là-dessus. J'ai dit que les Cardinals avaient le tiebreaker. Oui, c'est ça, sur les Cardinals. Donc non, ils ne seront pas mathématiquement éliminés. La victoire des Cardinals, elle éliminerait les Vikings et qualifierait les Rams. Donc ça bloquerait encore une place en play-off. Et donc ça se jouerait derrière seulement entre les Bears et cette équipe d'Arizona.
C'est marrant parce que dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que les Rams sont sur la moins bonne dynamique. C'est aussi eux qui ont le calendrier le plus dur parce qu'ils jouent Seahawks Cardinals pour terminer. Ils ont besoin d'une victoire, mais finalement, même sans l'avoir, ils pourraient être qualifiés grâce aux Cardinals si les Cardinals battent les Niners. Ouais. Et ça me semble presque le plus possible. Bah oui, alors après, c'est sûr que ils ont quand même 2 victoires d'avance sur les Bears, donc encore une fois, tu l'as dit, il y a un scénario qui peut faire que. Encore une fois, faut rester sur ses gardes, hein, parce que perdre à Seattle, ce serait pas une énorme sensation en soi. Et en effet, si derrière Chicago gagne, ça peut créer un gros resserrement. Encore plus si Arizona perd de manière surprenante à San Francisco, ça va donner un dernier match, possiblement peut-être en prime time d'ailleurs du côté de Los Angeles. Mais ouais, non, très franchement là-dessus, les Rams peuvent espérer un cadeau. Après, oui, je te rejoins, c'est sûr que leur calendrier est pas le plus simple par rapport à toutes les équipes de wildcard qu'on a évoquées. Et ouais, ce serait bien de se mettre un peu à l'abri contre les Seahawks, on va y revenir, mais il vaut mieux pas qu'ils regrettent trop longtemps cette défaite un peu trop surprenante face aux Jets. Alors si on fait le bilan, on est d'accord qu'au final le classement actuel a quand même de bonnes chances de rester en l'état. Il y a beaucoup plus de scénarios où les Bears ne passent pas que de scénarios où ils arrivent à remonter soit Arizona soit Los Angeles. Ça semble très peu probable, encore une fois on l'a dit, c'est-à-dire qu'une victoire des Cardinals sur les Niners, bim, ça envoie les Rams en play-off. Les Cardinals qui éventuellement donc battraient les Niners reprendraient un match d'avance, il faudrait ensuite que les Bears battent les Packers et espèrent une défaite des Cardinals. Enfin ça fait beaucoup de si, et donc au final, c'est pour ça qu'on voulait faire ce bilan, on a l'air d'avoir quasiment, sauf énorme surprise qui s'accumulerait, nos qualifiés pour les playoffs, avec juste la NFC Est, tu vois, très incertaine. C'est ça, ouais. Mais sinon, alors, petit bilan, pour toi, c'est qui les qualifiés en playoffs ? Forcément, donc les 3 qui sont qualifiés, on l'a dit, NFC Est, j'irai quand même sur Washington à l'heure où on se parle, même si, encore une fois, je n'exclus pas les Eagles, c'est ceux qui me paraissent les plus susceptibles de les déranger, mais si je devais faire un pari, je dirais Washington en effet. Et en effet, derrière, en fait, je vois quand même les Rams, je vois quand même les Cards assurés contre les Niners et les Rams assurés contre les Cards. Donc, du coup, oui, voilà, c'est ça. Ce serait Bucks 5. Bon, si je donne un classement comme ça, un Bucks 5, Rams 6, Cardinals 7, comme c'est à peu près le cas à l'heure actuelle. Donc, Exactement. Moi, j'ai exactement la même chose, et encore une fois, c'est pour ça que je trouve que le point s'imposait, c'est que Minnesota, c'est très hypothétique maintenant, et les Bears, et il faut aussi que les Bears fassent quand même 2 matchs plein, notamment en attaque, parce qu'on sait jamais, hein, Jacksonville, évidemment, c'est censé être donné, mais si tu as une petite panne de l'attaque, même s'il tourne bien en ce moment, ça peut aussi tomber dès la semaine prochaine. Hein, et au final, mathématiquement, si Chicago perd, on a nos qualifiés pour les playoffs dès la fin de la semaine. Après, il n'y aura plus que l'ordre à régler. Donc, ça peut déjà se jouer là-dessus. Voilà pour le point sur la NFC. On passe à la fiche de la semaine. L'affiche de la semaine, elle oppose 2 équipes qui évoluent dans des conférences différentes. Packers 11 victoires, 3 défaites. Titans 10 victoires, 4 défaites. Une très belle affiche. On va le dire clairement, Grégory, est-ce que le manque de pass rush des Titans les condamne complètement dans cette opposition ? Complètement, je sais pas, mais en tout cas, vu la grosse saison que fait Aaron Rodgers, c'est sûr que ça peut forcément être quelque chose qui va jouer contre eux. Il me semble pas qu'ils ont enregistré encore de sacs le week-end dernier contre Détroit. 11 cartons de suite sans sac. C'est ça. Ils sont à 14 sacs en 14 matchs, c'est le plus petit total NFL. Ouais, c'est quand même pas top. Et il me semble que Jadeveon Clowney rejouera pas cette année. C'est ça. Non. Ouais, c'est ça. Donc en plus, ouais, non, ça va quand même faire un peu la tête. En plus, pour pas aider, enfin, j'en parlais, mais je suis pas complètement rassuré encore par le run-stop du côté de Tennessee. C'est sûr que c'est moins préoccupant que le pass rush de ce qu'on voit cette saison du côté de Nashville, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut permettre à Green Bay, avec un Aaron Jones qu'on a vu satisfaisant la semaine dernière et qu'on sait en tout cas capable de dynamiser cette offense et de laisser un peu plus les coups des franches encore à Aaron Rodgers pour écarter le jeu quand il a la volonté de le faire. C'est sûr que ça va quand même à la longue être un élément qui va poser problème, parce qu'en l'occurrence
On va en parler, l'attaque de Tennessee a les moyens, mais c'est sûr que s'il faut marquer énormément de points parce que la défense en concède beaucoup, ça va devenir un peu compliqué quand même. Ils prennent combien ? 25 points contre Détroit ? Voilà, vu la fréquence, ça s'est un peu détaché sur la fin, mais il y a quand même moyen qu'ils prennent pas mal de points contre cette équipe de Green Bay, notamment de par la capacité de l'attaque aérienne à leur faire assez mal. Oui, parce que le pass rush, c'est pas ça, les cornerbacks non plus. Enfin, c'est pas vraiment l'éclat total de ce côté-là du côté de Tennessee. C'est un peu mieux, mais ça reste quand même très inconstant. Ouais. Voilà, ils sont tellement pas aidés que c'est quand même très compliqué. Est-ce que c'est une sorte de test pré-Mahomes avant les playoffs ? Pour Tennessee ? Ouais, de voir, tu vois, comment tu vas gérer un des 2 meilleurs quarterbacks de la ligue sans pass rush. Tu peux le voir comme ça. Après, Tennessee est qualifié officiellement, j'ai un doute. Attends, pas officiellement encore. Ouais, mais voilà, en tout cas, bon, ils sont mais quand même. Ils y sont quasiment. Ouais, ils sont assez bien placés. Ils ont une victoire d'avance, notamment sur Miami et Baltimore. Mais oui, non, je te rejoins. Ça peut être un premier échelonnage pour savoir exactement comment on peut répondre éventuellement à ce type d'attaque hyper impressionnante. Après, mine de rien, c'est pas exactement les mêmes attaques, mais c'est vrai qu'on les a vus. C'était pour le symbole. Non, c'était pour poursuivre sur mon propos, mais c'est vrai qu'on les a vus contre des attaques qui paraissaient un peu moins agressives, être quand même pas mal en difficulté contre la passe. Je prenais l'exemple de Cleveland, par exemple, il y a quelques semaines, on le disait, qui était pourtant initialement une équipe très axée sur la course et qui, en choisissant sciemment de s'orienter vers le jeu à la passe, leur avait fait énormément de mal, avec pourtant un corps de receveur qui n'est pas fabuleux, notamment depuis la blessure d'Odell Beckham. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui avait coûté cher à Tennessee. Le match contre Cincinnati, avec un Joe Burrow qui était encore sur pied et qui a été capable d'écarter le jeu, leur a fait extrêmement mal aussi. Et c'est vrai que voilà, c'est un moyen de se refocaliser un petit peu au mois de décembre face à un quarterback du même profil. Mais clairement, c'est un match où là, s'ils veulent se rassurer et montrer que ça va mieux contre la passe, encore plus face à un quarterback du calibre d'Aaron Rodgers, c'est sûr que ça peut faire du bien pour la confiance en mois de janvier. Alors, tu l'as dit, tu l'as un peu évoqué pour l'attaque de Tennessee. C'est sûr qu'il y a aussi des arguments. J'ai envie de dire que c'est un peu un match où chacun va pouvoir tester ses faiblesses parce que les Packers ont quand même la sale habitude de se faire ouvrir au sol dans les grands matchs. Et là, il y a Derrick Henry en face, 1679 yards cette saison. Donc, au final, chacun a son gros test. Oui, c'est ça, parce que ces dernières semaines, on disait Green Bay, ils n'ont pas forcément eu spécialement l'occasion de se faire d'être vraiment testés contre la course. Je pense notamment au dernier match face aux Panthers. Avant ça, il y avait les Lions, etc. Là, pour le coup, je pense que s'il n'y a pas un test contre Tennessee, il faut se poser des questions, parce que je pense que là, du côté des Titans, on ne va pas se gêner pour éventuellement envoyer Derrick Henry au mastic. Et retirer un poil de pression sur Ryan Tannehill qui sort en plus d'une belle prestation face à Détroit. Donc un AJ Brown qui a été relativement un peu plus muselé que d'habitude, mais qui reste en tout cas capable de faire des différences. Mais c'est sûr que là, le jeu au sol peut faire énormément de bien parce qu'il peut vraiment épuiser cette équipe de Green Bay et les forcer justement à renforcer un peu plus la boîte et à les exposer, on va dire, sur des jeux un peu profonds sur lesquels Ryan Tannehill est parfaitement capable d'exploiter ces menaces aériennes. Il y a un vrai dilemme en plus parce que ils sont pas catastrophiques statistiquement, c'est marrant contre la course, pardon, j'ai jeté un œil, ils sont à 4,5 yards autorisés par course. Alors c'est pas première moitié du tout, ils sont 23e dans la ligue, mais par exemple c'est mieux que les Bills ou les Dolphins. Mais encore une fois, ils ont cette tendance à se déchirer dans les grands matchs. Donc et là c'est le meilleur coureur NFL actuel en face. Mais il y a un vrai dilemme au sens où il va falloir, comme tu dis, blinder quand même un peu contre Derrick Henry. Mais dans le même temps, ils ont déjà une défense qui intercepte pas beaucoup de ballons. Ils ont que 8 interceptions cette saison. Ils sont 26e en NFL. Donc, s'ils s'exposent encore plus à la passe, Ryan Tannehill, comme tu l'as dit, l'a montré. Il a fait des bons matchs. C'est un titulaire solide maintenant. Donc il y a un vrai risque de prendre des points, de prendre des yards. Franchement, ça peut être un match très très offensif quand même. Oui, très clairement. C'est sûr que pour revenir sur ce que tu disais, les Packers, je les trouve un poil plus rassurants. Alors encore une fois, je les vois pas autant que peuvent les voir les fans des Packers, parce qu'encore une fois, en essayant de voir toutes les équipes, ça reste très compliqué. Mais voilà, j'ai quand même la sensation que les safeties sont quand même beaucoup plus rassurants, notamment que les corners cette année. Et pourtant on sait qu'un Kevin King est free agent à la fin de la saison. Je trouve que Jair Alexander a quand même un poil déçu, et c'est vrai que
en effet, si en plus le run-stop fait que Green Bay doit vraiment focaliser toutes ses forces là-dessus pour réussir à stopper efficacement Derrick Henry, c'est vrai que là, ça va mettre encore plus de pression sur le corps de cornerback, alors que, encore une fois, comme je le disais, voilà, les safeties peuvent éventuellement mettre à mal cette connexion, notamment avec Jonnu Smith, ou en tout cas avec le centre du terrain, et voilà, mais ça empêchera pas en effet Ryan Tannehill d'avoir ses possibilités avec un Corey Davis qui sort d'un gros match et un A.J. Brown qui marche sur l'autre depuis le début de la saison. Alors, à savoir, avant de pronostiquer, on a quand même les deux équipes qui perdent le moins de ballons en NFL. 9 ballons perdus pour chacune des deux équipes cette année. C'est vraiment le plus petit total de la NFL. La différence, c'est que les Titans en ont volé 21, donc ils sont à plus 12 de différentiel, ce qui est le meilleur de la ligue, à égalité avec les Colts. On l'a dit, les Packers, eux, volent moins de ballons. Ton pronostic pour ce match, Grégory? Je vais pas faire dans l'originalité, je vais dire les Packers, parce que, encore une fois... Alors, en effet, de par ce que tu expliquais sur le run-stop, c'est vrai qu'on se rappelle notamment des matchs contre Minnesota, par exemple, où ils ont vraiment implosé une fois que le run-stop ne fonctionnait pas. Là, on peut être dans le même type de scénario contre Tennessee. Une fois que le jeu au sol est vraiment ouvert, après, ça va être compliqué de colmater les brèches. Mais c'est vrai qu'il y a une attaque qui est capable de répondre coup pour coup à cette équipe des Titans. Et en effet, je partirais sur un match extrêmement offensif, avec au moins 25 points de chaque côté. Et Green Bay est capable, au final... de faire la différence et de perdre moins de ballons à l'arrivée. Ouais, moi je suis sur Green Bay aussi parce que ce genre de lacune dans le pass rush, ça c'est toujours inquiétant. J'ai tendance à penser que tu peux un peu plus, et encore une fois, même s'il y a beaucoup d'armes, tu me diras du côté de Tennessee, mais tu vois, gérer un déficit de course et t'ajuster là-dessus, enfin un déficit de défense contre la course, que de gérer un problème de pass rush face à Aaron Rodgers, c'est un peu compliqué. Donc les Packers pour moi aussi, on passe à tous les pronostics. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir! Here we go, work on three. 1, 2, 3, work! J'étais en train de me demander, Grégory, si tu reconnais les voix dans le jingle. Pas vraiment. Parce qu'en fait, la première, je m'en rappelle que c'est Drew Brees, mais la deuxième, tu vois, j'ai un trou en faisant le montage. Bref, je sais pas, je parle à voix haute à moi-même. Je me demandais qui était bien dans ce jingle que j'ai monté. La semaine dernière, pour les pronostics, Raoul a fait une petite remontée, 13 points pour lui. Grégory, tu es à 12 points avec Raphaël, Camille et moi-même, 11 points. Au classement général, Raoul et Camille sont en queue de peloton, le groupe Eto à 143 points. Grégory, tu es juste devant à 148, Raphaël à 152 et moi-même à 157. Les positions se figent un petit peu depuis 2 semaines. Je recule un peu quand même. Je vois les derniers fondre sur moi au fur et à mesure, ça m'inquiète un peu. Oh, t'as encore 5 points quand même. T'as 4 points sur Raphaël de retard et 5 points d'avance sur les poursuivants. Avec le nouveau format des playoffs, j'ai peur. Ouais, les playoffs arrivent. Je vais jouer la sécurité, je vous l'annonce, messieurs. Oui, j'ai vu déjà sur le tableau, on a pas mal de choix similaires cette semaine, même pour tous. Coup d'envoi vendredi à 22h30. Alors accrochez-vous parce qu'il y a encore pas mal d'horaires un peu originaux cette semaine. Vendredi 22h30, donc c'est un match de Noël aux États-Unis. Ça le met à 16h30 là-bas. Donc ce sera leur match post-repas de Noël et cadeaux. Saints 10 victoires, 4 défaites. Vikings 6 victoires, 8 défaites. Les Vikings qui sont montés sur courant alternatif. Est-ce qu'ils peuvent jouer les troubles faits, Grégory ? Alors j'avoue, j'ai du mal à y croire, notamment de par le fait que les Saints restent une équipe un peu orgueilleuse. Ils sortent quand même de 2 défaites consécutives, même si celle contre les Chiefs, c'est pas un déshonneur cette saison de perdre contre Kansas City, c'est moins qu'on puisse dire. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même cette défaite qui a dû rester en travers de la gorge du côté de Philadelphie. Donc c'est vrai que là, en plus, j'en parlais tout à l'heure, sur un match où ils rencontrent une équipe qui leur avait posé beaucoup de problèmes en play-off l'année dernière et leur avait causé une énième sortie un peu prématurée à domicile. Je pense qu'il y aura dans la volonté éventuellement de prendre une revanche. Ça nous donne souvent des fins de match un peu épiques contre Minnesota. Il faut quand même se rappeler un autre match de play-off avec le catch de Stephon Diggs. Donc c'est vrai que c'est souvent des matchs dans cette période de décembre-janvier extrêmement haletants entre les Saints et les Vikings. Donc je vois quand même une défense, surtout avec le pass pro de Minnesota un petit peu en dilettante, un pass rush capable de se réveiller et de mettre suffisamment de pression pour vraiment contrecarrer cette attaque des Vikings et réussir à assurer à l'attaque un succès probant. Voilà, je pense que l'attaque va peut-être pas autant patiner que ce qu'on a pu voir notamment contre Kansas City
et je les vois bien reprendre une bonne cadence et s'imposer. Oui, pareillement, je pense pas que ça va patiner autant comme tu le dis pour l'attaque des Saints. Drew Brees a mis un peu de temps à chauffer dans le match précédent, là, a priori contre des Vikings quand même assez irréguliers, même au sein du même match. Je vais partir sur les Saints. Coup d'envoi samedi à 19h, pas dimanche à 19h, hein, on a dit samedi à 19h. Il y a des matchs 3 jours de suite cette semaine. Lions 5 victoires, 9 défaites. Buccaneers 9 victoires, 5 défaites. On l'a appris juste avant notre enregistrement, les Lions ne seront pas coachés par Darrell Bevell qui était l'entraîneur intérimaire. Ils auront l'intérimaire de l'intérimaire qui s'appelle, j'ai un trou, Robert Prince. Robert Prince, aucun lien avec le chanteur évidemment. Victoire égale qualification pour les Buccaneers et ça semble quand même plutôt largement à leur portée face à des Lions où Matt Stafford se bat tout seul tel un héros des temps modernes. Ouais, alors c'est sûr qu'ils ont créé la surprise encore une fois à Chicago il y a quelques semaines, mais ça reste une équipe qui prend beaucoup de points et contre Tampa qui est capable d'accélérer à n'importe quel moment, c'est sûr que ça peut être quand même rapidement problématique. Et c'est vrai que là au niveau des turnovers, je pense quand même que Détroit, c'est un match parfait pour se tirer une balle dans le pied face à une défense qui peut être agressive quand il y a besoin. Donc voilà, je dirais Tampa également. Samedi à 22h30, Cardinals 8 victoires, 6 défaites, Niners 5 victoires, 9 défaites. On en a beaucoup parlé du coup dans ces matchs, le classement de la course au playoff pour la NFC. Donc c'est un match important. Victoire des Cardinals qui qualifierait les Rams et qui éliminerait de fait les Vikings si jamais ils avaient gagné la veille. Bon là a priori c'est pareil, les Niners sont vraiment dépeuplés. Jimmy Garoppolo a priori ne reviendra pas cette saison, ils en sont à titulariser du coup, alors je les inverse, c'est CJ Beathard du coup qui va jouer puisque Nick Mullen s'est blessé ou l'inverse. Je les inverse. Je t'avoue que c'était voilà. Nick Mullen jusque là donc c'est possible que ce soit Beathard qui donc c'est CJ Beathard, voilà, il y a de la blessure un peu partout. Josh Rosen est arrivé dans le practice squad d'ailleurs, pour ceux qui se demandaient où était Josh Rosen maintenant. Bon mais en tout cas, les Cardinals semblent quand même largement favoris puisqu'ils ont un effectif complet avec un gros enjeu. Les 49ers maintenant sont éliminés. Je l'ai dit, encore une fois, les Niners dans cette même situation étaient allés gagner à Los Angeles. On a vu que Los Angeles n'était pas une mauvaise surprise près sur son terrain. Donc là, en l'occurrence, c'est sûr que du côté de San Francisco, on a l'air clairement en transition en attendant de retrouver la majeure partie des principaux éléments la saison passée. Donc c'est vrai qu'Arizona s'est redonné un petit coup de boost la semaine dernière, donc je les vois bien enchaîner et se rapprocher des playoffs. Mais attention, je persiste et signe. J'ai toujours peur du syndrome Kingsbury qui craque dans les moments chauds, mais je les pense quand même largement capables d'aller s'imposer sur ce match-là. Cardinals également. Du côté de, juste une question, mais sur Josh Rosen, tu crois qu'il peut être encore relancé par Kyle Shanahan, le grand gourou? Genre la surprise de l'année prochaine, il vire Garoppolo et c'est Josh Rosen qui les mène au titre. Ouais, bah après, est-ce que Shanahan a fondamentalement transformé Garoppolo? Je pense que Shanahan, c'est un bon coach offensif qui mise notamment sur un énorme jeu au sol et sur un gros travail de la ligne, notamment pour faire performer ses équipes. Voilà, sur du jeu extrêmement rapide et vraiment pour cogner l'adversaire. Mais après, j'ai pas dans l'idée qu'il ait vraiment transformé Garoppolo et j'ai pas forcément dans l'idée qu'il arrivera spécialement à transformer Rosen. Rosen qui était dans la practice squad de Tampa Bay en début de saison avec Bruce Arians, c'est la preuve qu'il n'a pas spécialement été conservé avec un autre coach spécialisé offensivement. Donc, tu as une manière très douce de dire non. Non mais Arians c'est plus orienté sur le jeu aérien en l'occurrence et il n'a pas fait des merveilles. Bon, mais sait-on jamais. Pauvre Josh Rosen. Du coup même dans les équipes où il devait se relancer, il se relance pas. Coup d'envoi dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15. C'est les Raiders 7 victoires 7 défaites et les Dolphins 9 victoires 5 défaites. Je crois que mathématiquement les Raiders ne sont pas hors course. Oui c'est ça. Derek Carr se bat pour être là. Il s'est entraîné mercredi. C'est un peu force contre force et faiblesse contre faiblesse dans ce match, au sens où c'est l'attaque des Raiders contre la défense des Dolphins, qui sont quand même censés être les forces, et la défense des Raiders contre l'attaque des Dolphins. Alors, moi je vais te dire, je crois plus en l'attaque de Miami qu'en la défense de Vegas. Donc c'est pour ça que je vais prendre Miami. Ouais, pareil, même avec un changement de coordinateur défensif du côté des Raiders, en l'occurrence c'est Rod Marinelli, il me semble, qui n'est pas non plus le premier venu. Oui. Donc il y a de quoi avoir reboosté un peu tout le monde, surtout qu'ils ont eu des jours de plus avec le fait que le match face aux Chargers était le jeudi de la semaine dernière. Mais je suis pas totalement optimiste sur le fait que Derek Carr soit vraiment à 100% sur ce match-là. Donc Miami a quand même un peu plus de chances de croire au playoff que Las Vegas d'un point de vue comptable. Donc c'est ce qui m'amène à amener plutôt vers les Dolphins.
les Dolphins, donc pour tous les deux. Je le rappelle, donc des matchs à 19h, 22h, 2h du matin samedi et 19h, 22h, 2h du matin dimanche. Il y a les deux pareil, 2 jours de suite. Dimanche à 19h, Washington, 6 victoires, 8 défaites, Panthers, 4 victoires, 10 défaites. Les Panthers qui perdent beaucoup de matchs serrés, celui-là pourrait quand même être très serré aussi, voire en la faveur de Carolina si Alex Smith n'est pas remis, parce qu'il y a quand même pas beaucoup d'attaques du côté de Washington, et encore moins si c'est Dwayne Haskins aux commandes. Oui, bah ça, c'est un peu ce qui me faisait hésiter sur le match tout à l'heure, c'est qu'encore une fois, si Washington doit s'imposer, ce sera exactement les mêmes situations que ces dernières semaines, c'est-à-dire avec une défense qui va porter à bout de bras son attaque. Syndrome des Broncos 2015, si on prend cette analogie-là, mais ouais, c'est vraiment une défense qui va devoir être monstrueuse. Ils ont de la chance, j'ai pas dans l'idée que la O-line des Panthers cette année soit fabuleuse, même s'il y a de très bons joueurs en son sein, je pense à Taylor Moton notamment, mais c'est vrai qu'après sur la durée, ils ont une telle ligne défensive capable de mettre en difficulté un Teddy Bridgewater solide, mais pas toujours très inspiré, notamment dans la moitié de terrain adverse. Ça peut leur permettre en tout cas de casser un minimum le rythme de cette attaque des Panthers et voire de récupérer des ballons en assez bonne position pour l'attaque. Mais c'est vrai que l'upset me paraît pas impossible, très clairement. Non, clairement pas. Mais franchement, si Dwayne Haskins joue, je sais même pas si on peut appeler ça un upset. Et c'est quoi la situation d'Antonio Gibson, parce que je sais pas je s'il sera je remis. l'ai pas sous les yeux, mais c'est vrai que oui, pareil, c'est une interrogation. Voilà, c'est un autre facteur forcément à surveiller du côté de Washington, mais j'ai envie de te dire, vu ce qu'ils ont montré ces dernières semaines avec un effectif offensif qui était pas monstrueux, je me dis sur la dernière marche, ce serait quand même fou qu'en étant bien coaché en plus, parce que Ron Rivera et Jack Del Rio au niveau de la défense, c'est quand même ça a quand même fait ses preuves en NFL jusqu'à preuve du contraire. Donc je me dis sur une dernière marche comme ça, je les vois quand même aller s'imposer, mais méfiance quand même. Ça reste la NFC Est et jusqu'au bout, ils n'auront pas fini de nous étonner. Complètement. Bon, Washington du coup. Ouais, c'est la seule équipe du coup qui est capable éventuellement de tordre le cou à la fameuse fiche négative de la NFC Est cette année. C'est vrai, il pourrait être à égalité. Washington qualifié en cas de victoire plus défaite des Giants, je le rappelle. Du coup, ta petite comparaison là m'a inspiré. Je pense que sur le Twitter du site, on va mettre un tweet un peu polémique. Grégory Richard, ouvrez les guillemets, Dwayne Haskins c'est comme Peyton Manning en 2015. Entre parenthèses, il pense que Haskins est meilleur, tu sais. Si c'est Alex Smith, tu peux comparer les deux, parce qu'ils n'ont pas été blessés au même endroit, mais en tout cas, les deux étaient quand même dans un sale état physique. Et on pourrait arguer qu'Alex Smith a un meilleur bras en fonctionnement que Peyton Manning à l'époque. Je sais pas. Ça, par contre, c'est Alain 2 points. Ouais. Ah, on va faire du buzz cette semaine. Ça va être ça. C'est dommage qu'on poste le 24 au soir. Personne va voir ce buzz incroyable. L'équipe du podcast TDA compare Dwayne Haskins et Peyton Manning. C'est ça. Bon, Washington pour tout le monde. Steelers, 11 victoires, 3 défaites. Colts, 10 victoires, 4 défaites. Ça aurait pu être une affiche de la semaine. Les Colts sont en playoff s'ils gagnent, plus défaites des Ravens ou des Dolphins. L'attaque des Steelers face à un vrai test quand même pour se relancer, parce que ça va pas être cadeau. Les Colts, ça défend très très bien. Ouais, c'est un match qui est difficile à pronostiquer quand même, parce que là, en termes de mauvaise trajectoire, en fait, les Steelers, je pense qu'ils ont pas bien compris la stratégie. C'est-à-dire qu'ils gagnent tout de septembre à novembre, et puis au moment où ça compte, ils font on sait pas trop, faut voir. Mais là, j'avoue, j'ai été quand même très très étonné par leur défaite chez les Bengals. Non pas que j'ai pas été étonné par leur défaite face à Washington, mais voilà, c'est vrai que l'attaque a le droit de pas être performante sur un match, mais c'est vrai que sur les 3 dernières sorties, ça fait quand même très très peur ce qu'on arrive à voir face à des défenses qui encore une fois vont être renforcées au mois de janvier. Et là, c'est sûr que face à une équipe d'Indianapolis qui peut être opportuniste et qui là encore défensivement peut être très très bien coachée, j'avoue que mon cœur balance. En plus, je le disais, Tennessee en déplacement du côté de Green Bay, il y a quand même une occasion en or pour Indianapolis de s'imposer et de prendre la tête de la division avant de recevoir Jacksonville en dernière semaine. Donc j'avoue que je suis un peu partagé sur ce match-là. Je vois quand même à l'orgueil les Steelers rebondir. Je me dis 4 défaites de suite, ça ferait quand même un peu tâche. Ils sont pas non plus coachés par Anthony Lynn. Mais ça c'est gratuit. mais à un moment donné, faut encore une fois, faudra voir. On voit qu'il y a des défenseurs à Indianapolis. Je pense à un Kenny Moore par exemple qui est excellent. Et face à cette escouade de receveurs des Steelers en plein doute, ça peut aller vite dans un mauvais sens.
Je pense que c'est un vrai test pour les Colts aussi, au sens où c'est vraiment un match où ils vont pouvoir sortir Philip Rivers de sa zone de confort, parce que la ligne des Colts est excellente, mais le pass rush des Steelers est excellent aussi. Ah Donc bah là, moi, en c'est termes un de vrai... force contre force. Bah c'est ça, moi c'est un vrai point d'intérêt pour moi aussi là-dessus, parce que je veux voir Rivers un peu bousculer. Et je pense, comme tu le dis, qu'à l'orgueil, ils vont aller le bousculer, et que Pittsburgh peut quand même... Ils aiment bien trébucher contre les petites équipes, entre guillemets, sans leur manquer de respect, mais du coup je pense qu'ils peuvent gagner celui-là à l'orgueil, donc je vais aller sur Pittsburgh également. Opposition plus déséquilibrée, les Chiefs 13 victoires, 1 défaite, les Falcons 4 victoires, 10 défaites. Non, je sais pas ce que tu veux dire. Voilà. Donc on a vu qu'Atlanta peut faire des bons morceaux de match, mais les bons morceaux de match des Chiefs sont aussi assez puissants. Donc j'ai peur que ça ne passe pas. Moi déjà, je vais te dire, j'ai juste regardé la première mi-temps du coup, parce qu'on a une équipe qui commence fort et une équipe qui joue que la deuxième période. C'est vrai. C'est vrai. Bah non, pas la deuxième période, le deuxième quart-temps plutôt. Donc il se peut qu'il y ait 15-0 Atlanta à la pause et 40-15 à la fin. ouais, c'est ça, on va dire ça comme ça. Oui, non, en l'occurrence, bon, on a vu. Mais après, encore une fois, il y a une équipe qui joue. Est-ce qu'ils sont mathématiquement premiers Kansas City? J'ai un doute. Avec la défaite des Steelers, ça va pas encore être assuré, mais à mon avis, ils en sont pas loin. Non, ouais, ils en sont Mais, pas loin. bon, Mais ils le sont pas. Officiellement, ils ont pas l'avantage du terrain. Mais Bon. une victoire et ils l'ont. Bah là, oui, c'est- là franchement, s'ils battent pas Atlanta, qui certes a été capable de quelques surprises cette saison, je pense à la victoire contre Minnesota et contre Las Vegas notamment. Mais bon, franchement, il y a quand même Non, là, moyen de s'imposer. La défense est un peu meilleure, mais bon, face à une telle attaque, c'est compliqué. Kansas City pour tout le monde. Jacksonville Jaguars, une victoire, 13 défaites. Bears, 7 victoires, 7 défaites. Les Bears, donc, dans la course à la NFC, on l'a dit, avec un match normalement à leur portée. Ils ont la meilleure défense largement. On ne sait pas quel quarterback jouera en face, d'ailleurs. Gardner Minshew ou Mike Glennon, ils ont relancé la compétition pendant la semaine. Je ne sais pas si ça change Ça va quelque être chose. le challenge excitant de Doug Marrone, qui je vais mettre cette semaine. Ouais. Mais du coup, il va alimenter les accusations de tanking, parce qu'il avait remis Minshew, et puis on lui dit, en fait, t'as le numéro 1. En fait, je vais remettre Glennon. Tu vois, mais non, mais après, franchement, vu qu'il sera pas là, je sais même pas si ça l'arrange spécialement de. Enfin, oui, on on va peut-être me dire il a des consignes en interne, j'en sais rien, j'en serais quand même très étonné. Je disais ça, c'est pour ceux qui voient des conspirations, parce que oui, dans les non, faits, non, j'entends on bien. est d'accord que les Non, coachs non, qui ouais. vont se faire virer, en effet, en ont absolument rien à carrer de qui sera le premier ou le deuxième choix, à part s'ils sont d'une loyauté incroyable, tu vois. C'est ça. Mais, à part si Adam c'est Gates quand peut même empêcher les Jets d'avoir le premier choix de la draft, ça c'est sûr, mais. Pour les autres, C'est ça. à mon avis, non, mais après, oui. Bon, les Bears sont largement au-dessus. C'est ça, là, mais bon, largement, je sais pas. Encore une fois, cette équipe des Jaguars, faut voir. On a bien vu les Jets capables de surprendre. Jacksonville à domicile contre Chicago, ils sont capables de nous sortir un match un peu étonnant. Mais ouais, non, là, on voit que les Bears ont récupéré un jeu au sol. Et en effet, côté Jaguars, je suis même pas sûr que comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, James Robinson soit là, parce qu'il me semble qu'il y avait il était pas Il avait été touché, qu'à ouais. Covid, non, quelque chose comme ça. Donc en plus il y a ça. Donc si le seul intérêt particulier ou blessé, peut-être blessé, il me semble avoir vu qu'il était limité à l'entraînement. Mais ouais, si ton seul vrai intérêt en l'occurrence c'est de savoir quel quarterback tu vas mettre, si c'est plutôt le 2, le 3, le 4, en caricaturant un peu, c'est un peu compliqué, donc Chicago. Il est au repos avec une douleur à la cheville pour l'instant, autant pour moi. James Robinson. D'accord. Chicago pour moi aussi, à part si Trubisky fait un match catastrophique et qu'il donne une chance aux Jaguars, mais Et rien n'est sinon, impossible. Rien n'est impossible, mais pour l'instant, il est plutôt bien, il dit qu'il se sent bien, donc on va partir là-dessus. Texans, 4 victoires, 10 défaites, Bengals, 3 victoires, 10 défaites, 1 nul. Ça doit être une des rares fois où Deshaun Watson a l'avantage, même au niveau, je sais pas, au niveau des coéquipiers quand même, parce qu'il y a des bons receveurs du côté de Cincinnati par rapport à Houston là, en ce moment. Bref, je vais dire Houston, mais c'est un match entre deux équipes de la loose totale. Voilà, c'est pour miser sur le quarterback, j'espère récompenser Deshaun Watson. Et je pense que les Bengals ont fait le match de leur vie il y a une semaine, il va falloir retomber un peu sur terre. Ouais, je pense quand même que Houston a les moyens de s'imposer. On voit que Cincinnati, en fonction des moments, il y a... Je sais pas comment dire ça. On sent qu'il y a des moments où il y a un certain engouement, il y a quelque chose où ils se disent tiens, il y a moyen. Il y a des petits sentiments de révolte, et puis il y a des moments où on se rend compte que bah ouais, en fait c'est le niveau intrinsèque des Bengals. Je pense au début de match face à Dallas par exemple, où ça retombe sur terre assez vite. Donc c'est vrai qu'on sait pas trop quel visage il montre, mais encore une fois c'est une équipe qui bat Pittsburgh, qui accroche Miami à Miami pendant un petit moment. Mais ouais, sur ce match-là, je vois quand même Houston réussir à s'imposer pour bien finir.
Houston pour tout le monde. Baltimore Ravens 9 victoires, 5 défaites. New York Giants 5 victoires, 9 défaites. Le rouleau compresseur de Baltimore qui se relance quand même au bon moment. Ils reviennent au basique, ils reviennent au jeu au sol. Contre une équipe des Giants avec un Daniel Jones qui est toujours un peu sur une jambe, ça devrait quand même faire la différence aussi. Ouais, on avait cette équipe des Giants qui était assez... comment dire, étonnamment, je vais réussir à trouver mes termes, mais oui, en tout cas, qui avait été assez plaisant à voir, mine de rien, ces dernières semaines, notamment, bien entendu, en défense. Et c'est vrai que le soufflet est quand même très, très sévèrement retombé. Alors, je ne sais pas s'ils étaient en net sur-régime vers la fin novembre, début décembre, mais là, en tout cas, ils ont clairement pas bonifié leur victoire surprise du côté de Seattle. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que ce match à Baltimore, qui a toujours le couteau sous la gorge, même en s'étant imposé du côté de Cleveland, pour qui une simple défaite les mettrait vraiment dans l'embarras, c'est un match que je ne les vois pas perdre très clairement à domicile. Donc voilà, même si la défense ne déshonore pas, ça va être compliqué de stopper ce jeu au sol qui a l'air d'être redevenu cher au niveau de l'attaque du Maryland. Ouais, non, les Ravens, tu l'as dit, doivent tout gagner et espérer que ça tombe devant. Donc là, a priori, ils vont pas faire de détails contre les Giants. Donc Baltimore également. Les Jets, une victoire, 13 défaites. Et les Browns, 10 victoires, 4 défaites. Les Browns seraient en playoff avec une victoire combinée à une défaite des Ravens, des Dolphins ou des Colts. Une des trois. Donc c'est quand même possible. Les Ravens, Dolphins et Colts sont... Surtout Ravens et Dolphins sont plutôt favoris de leurs oppositions. Les Colts jouent les Steelers. Donc peut-être qu'on pourrait quand même avoir les Browns en play-off à une semaine de la fin de la saison régulière, ce qui serait quand même incroyable, avec 11 victoires au compteur. Donc c'est vraiment, vraiment de l'inespéré. Les Jets sortent de leur match de l'exploit avec une victoire face aux Rams. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent embêter Cleveland, qui est quand même presque plus sérieux que les Rams cette année, ou en tout cas ces dernières semaines? Alors déjà pour poursuivre sur ton raisonnement, je persiste et signe, Cleveland a toujours ses chances d'être champion de division. Parce que si Pittsburgh prend les pieds dans le tapis encore à Indianapolis, il y a un Cleveland-Pittsburgh en dernière semaine, où là, en l'occurrence, c'est la première place de la diff qui joue. Mais et celui-là, c'est prime time alors. Je sais pas, tout dépendra des autres confrontations. Oui, ça dépend du match à sur les élimination playoffs, directe. mais c'est sûr qu'en tout cas, ça peut nous donner un duel assez intéressant. Encore une fois, on n'y est pas, c'est de la projection. Mais c'est sûr que là, en plus, le calendrier est quand même pas répugnant pour Cleveland en cette fin de saison. Ils viennent de s'imposer avec sérieux du côté des Giants. Moi, c'est ça qui m'étonne encore plus, encore une fois, par rapport à l'historique plus ou moins récent des Browns, c'est que on a des équipes qui se prennent les pieds dans le tapis, mais en tout cas, les Browns, même si c'est pas toujours sexy, ça reste quand même relativement sérieux. Et là, il y a eu cette victoire appliquée sur le terrain des Giants. Il y a eu certes cette défaite contre Baltimore, mais en tout cas où ils ont montré des choses, où ils ont osé des choses. Et c'est sûr que voilà, même si c'était un match que j'avais identifié comme le possible match où les Jets remporteraient leur premier succès de la saison, là, d'un côté, je me dis les Browns ont l'air d'être quand même assez appliqués sur des matchs qu'ils doivent gagner. De l'autre, je me dis que les Jets vont peut-être être un peu plus décontractés entre guillemets en se disant bon, on va pas finir à 0-16, donc on va peut-être jouer un peu plus à la cool. Surtout qu'il y a Quinnen Williams qui est toujours blessé, sauf erreur de ma part. Fin de saison, c'est ça que j'ai vu. Et donc du coup, je vois quand même les Browns s'imposer et éventuellement se mettre en très bonne position pour valider leur qualification. Les Browns également, et je pense qu'en plus la défaite des Rams, ça a dû alerter un peu les coachs des Browns qui ont dû dire oulala, faut pas qu'on faiblisse aussi sur ce match-là. Coup d'envoi à 22h, Los Angeles Chargers 5 victoires 9 défaites, Broncos 5 victoires 9 défaites. John Elway dit qu'il voit ce qu'il aime de Drew Lock. Est-ce que c'est une intox? Est-ce qu'on est déjà dans la saison des intox avant la draft? J'écoute plus de John Elway sur les quarterbacks en vrai. je respecte la carrière de John Elway, je veux bien écouter son point de vue, mais en tant que general manager, pour l'instant je sais pas, on sait jamais vraiment ce qu'il en pense. Il peut très bien prendre une décision contre elle la semaine d'après, je pense, sur cette position. Donc je sais pas, encore une fois, Drew Lock, je pense pas que le cas soit désespéré. Encore une fois, c'est un quarterback qui est que deuxième année, qui a eu une première année vraiment plombée par les blessures. Bon, il y a un apprentissage qui doit se faire. Les quarterbacks de deuxième année, encore une fois, même s'il y a entre guillemets l'anomalie Mahomes, faut pas oublier que c'est souvent une période un peu compliquée pour les QB. Donc voilà, je sais pas si à long terme il aura le niveau d'un quarterback numéro 1. Ça peut être un backup de luxe dans les années à venir. Mais bon, en tout cas, si cette équipe de Denver veut progresser, je pense que ce serait pas une mauvaise idée d'aller voir vers un quarterback peut-être un peu plus expérimenté. Mais bon, je veux bien entendre ce que dit John Elway, mais je suis pas convaincu encore à 100%. Ceci étant dit, je pronostique les Chargers.
Mais il est pas facile. Les Broncos Non, avaient il est gagné. pas facile, Les mais- Broncos avaient gagné à l'aller, il me semble. Hein, non? C'est tout à fait possible dans ces Et matchs de Denver, division. De toute façon, Denver est parfaitement capable d'aller créer des mini upsets entre guillemets. Hein. Oui, non mais tu vois, Ouais. ils ont gagné 31-30 à l'aller, donc il y a. Oui, avec il y a un la point. fameuse double fade. Oui, je me rappelle. Voilà, J'ai pas mais oublié. après, bon, c'est du match de division. Là, c'est parce qu'il faut en donner un, donc je mise sur Justin Herbert plutôt que. Ouais, mais tu vois, je suis pas dingue du coaching de Vic Fangio, mais je me dis qu'au moins ça reste appliqué, ce qui est pas le cas d'Anthony Lynn. Et je me dis sur une fin de match, toujours pareil, t'as Herbert, Allen et les autres quoi. C'est un peu compliqué face à une équipe où. Alors, Allez les Chargers, ils sortent d'une prestation encourageante du côté de Las Vegas, mais franchement sans conviction, je serais vraiment pas étonné que Denver le gagne celui-là. donc Chargers pour tout le monde. 22h25, Cowboys 5 victoires, 9 défaites, Eagles 4 victoires, 9 défaites, 1 nul. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a un bon élan du côté de Philadelphie depuis l'arrivée de Jalen Hurts qui va donc jouer son premier match de la rivalité Cowboys. Mais les Cowboys ont été plus fringants, si je peux me permettre, lors de leur dernier match. Je vais sur Dallas, mais c'est vraiment parce que c'est pareil, il faut mettre quelqu'un dans la NFC Est et qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Je sais même pas en fait. Ouais, je mets Dallas, mais je saurais même pas te l'expliquer pourquoi entre ces deux équipes, je sais plus rien expliquer. Écoute, moi j'y suis allé vers les Eagles. Encore une fois, il y a ce sursaut d'orgueil contre les Saints. Il y a certes une défaite à Arizona, mais dans un match où Philadelphie est loin d'être ridicule. Dallas à domicile, Dallas, il y a cette attaque qui est capable de poser des problèmes très clairement à cette défense, surtout si le pass rush est globalement bien contenu du côté de Philly. Mais encore une fois, je te dis, il y a ce truc autour des Eagles où tu te dis, à un moment donné, il y a toujours cette faculté de Doug Peterson. On peut lui reprocher beaucoup de choses depuis son arrivée du côté de Philadelphie. Mais en tout cas, il y a toujours un moment où il arrive à refocaliser un minimum son groupe. Et j'ai pas cette sensation du côté de Dallas, en tout cas depuis que McCarthy est arrivé. Alors après, peut-être qu'il aura les mêmes pouvoirs magiques, entre guillemets, au mois de décembre. Mais pour l'instant, j'en suis pas persuadé. Donc sur la confrontation directe, j'irais quand même sur Philadelphie. Mais franchement, c'est limite j'ai jeté la pièce avant de te donner mon pronostic. Je suis pas toujours fan de ces coachs, tu sais, qui arrivent à sortir leur équipe du trou, mais parce qu'ils l'ont mise dans le trou à la base à chaque fois. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc Cowboys pour moi, Eagles pour toi. Seahawks 10 victoires, 4 défaites, Rams 9 victoires, 5 défaites. C'est très difficile à pronostiquer aussi. Seattle peut remporter la division s'ils gagnent ce match, mais leur attaque patine. Celle des Rams est pas forcément meilleure en ce moment avec Jared Goff. C'est deux attaques très très proches statistiquement, que ce soit sur le total de yards, les yards au sol, les yards dans les airs, ça se joue à 2 ou 3 yards, ils ont quasiment les mêmes stats, sauf que Seattle marque quasiment 5 points de plus par match en moyenne. Mais pour autant, voilà, il y a un très bon Aaron Donald qui peut faire beaucoup de mal à la ligne de Seattle. Voilà, c'est très compliqué à pronostiquer. Je suis censé donner le prono en premier parce que je suis en tête du classement, donc je dis les Rams. Pour Aaron Donald et parce que cette attaque de Seattle a déjà pas mal de difficultés en ce moment, mais je serais pas étonné non plus que... Puis il y a Jalen Ramsey contre DK Metcalf qui va être un duel hyper intéressant. Mais voilà, je me dis que la défense des Rams peut aller le chercher et Goff faire les minima cette semaine parce qu'ils les a pas fait la semaine d'avant, quoi. Oui, sachant que Metcalf avait beaucoup souffert de mémoire au match aller face aux Rams, donc... ça va être un élément à surveiller. Après, c'est vrai que c'est deux équipes qui sont très difficiles à décortiquer parce que c'est vrai que quand les Rams gagnent, je trouve que c'est extrêmement complet. C'est vraiment parce que l'équipe est à l'unisson. Quand les Seahawks gagnent, on a l'impression que c'est une grosse performance de l'attaque qui compense la défense ou une grosse prestation de la défense qui compense l'attaque. Et je me dis que sur ce match-là, il y a peut-être moyen que Seattle réunisse tous les éléments. Encore une fois, face à une équipe des Jets qui sera... ou groggy après la défaite surprise contre les Jets, ou pleinement refocalisé, sachant qu'en plus il y a l'optique des playoffs. Mais sur un match comme ça, où il faut vraiment marquer son territoire, où tu peux gagner le titre de division, marquer les esprits au niveau de tes adversaires directs dans la NFC West, je pense que c'est quand même un match qui ressemble à une victoire pour Seattle. C'est un match où ils peuvent vraiment jusqu'au bout être capables de rebondir et d'aller piéger cette équipe des Rams, surtout avec les trous d'air qu'on sait, dont on sait les Californiens capables. Jared Goff en premier lieu. Donc c'est pour ça que j'irai vers Seattle, mais ouais, je pense que ça va être un match serré. Ça peut être un match étonnamment défensif en l'occurrence, un peu à l'instar il y a eu combien, 23-17 je crois à l'aller pour les Rams, je vais pas dire de bêtises, mais un match autour de la vingtaine de points, je serais pas étonné. Ouais.
Donc Seattle pour toi, les Rams pour moi. Packers Titans, c'est dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. Packers pour tous les deux, on avait dit, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais. Coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi, 2h15. Donc le dernier Monday Night Football de la saison, ce sera entre les Patriots à 6 victoires, 8 défaites et les Bills à 11 victoires, 3 défaites. Alors, c'est la petite surprise de la semaine parce que j'ai vu dans dans la fiche prono du site que tu avais parié sur les Patriots. Ouais, alors les Bills vont penser que je leur en veux parce que j'avais mis les Niners contre les Bills il y a quelques semaines de ça et je sais pas, j'ai toujours peur de ce petit relâchement du côté de Buffalo, notamment sur les matchs en déplacement, sur des déplacements que je trouve un peu piégeux. New England, c'est pas l'équipe très facile à pronostiquer cette année, encore une fois, on les voyait vainqueurs contre Denver à la maison, ils avaient perdu. Contre Arizona, on pensait que ça allait être une formalité pour les Cards, ils les battent également. Alors certes, il y a la nouvelle comme quoi Stephon Gilmore est out pour le reste de la saison, mais à Foxborough, je me méfie toujours. C'est une équipe qui avait posé beaucoup de problèmes à Buffalo au match aller, il ne faut pas l'oublier, avant le fumble de Cam Newton, notamment sur le dernier drive. Et encore une fois, même si Buffalo a remis la main sur la division et a eu cette espèce de petit déclic mental, je pense que du côté de New England, si on peut faire comprendre que... Si on peut envoyer un message du type, bon, c'est... entre guillemets, voilà, c'est pour cette fois, mais vous inquiétez pas, on sera de retour dès l'année prochaine. Et je les vois bien avoir ce petit sursaut également. Je sais que je parle beaucoup d'orgueil et des coronaises dans cette émission. Mais... Oui. Non, mais du coup, je vais être dans l'entre-deux, c'est-à-dire que je suis pas à la team Josh Allen MVP et tout ça, mais je pense que là, clairement, Buffalo est plus fort cette année. Il n'y a pas d'attaque. Je pense, mais c'est encore une fois, c'est la défense de Buffalo, des Patriots que je pense capable de poser des problèmes. Et on l'a dit, le run-stop, même s'il y a eu beaucoup de blessures du côté des Bills, face à un jeu au sol quand même monstrueux cette année des Pats. C'est un match-up en tout cas qui peut poser des problèmes à Buffalo. Après, je te dis pas que New England est favori, loin de là, mais c'est un match sur lequel je peux voir Buffalo glisser sans forcément que ça compromette leur qualification en play-off. Absolument, de toute façon ils sont déjà qualifiés. Eh bien écoute, les Bills pour moi, les Patriots pour toi. Alors en tout cas, moi je me dis que Jared Stidham doit vraiment être atroce s'il joue pas là, parce que... vu ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est quand même très compliqué. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 392 du podcast L'Agent Actu. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee et si vous ne nous soutenez pas non plus. D'ailleurs, on est déjà très content que vous nous écoutiez. N'hésitez pas à rejoindre en tout cas ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Sinon, vous pouvez aussi laisser des commentaires et des étoiles sur iTunes. Ça nous aide aussi. Ça permet de monter le podcast dans le classement. Donc, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TheJeanActu en entier, @Yellow Radio ça pour Greg, sur Twitter @Alain Mattei pour moi-même. Mes petites excuses d'ailleurs à nos auditeurs parce qu'on enregistre dans des conditions évidemment différentes depuis quasiment un an maintenant. J'espère qu'il y a eu quelques décrochages pendant l'enregistrement. Il y a eu quelques moments où j'avais l'impression de parler avec le troisième membre des Daft Punk. Donc j'espère juste que vous entendrez bien Greg. Surtout l'enregistrement. Voilà, on fait de notre mieux encore une fois avec les conditions depuis plusieurs mois, que ce soit en visio, que ce soit avec les enregistrements différents et tout ça. Voilà, encore une fois nos excuses s'il y a eu quelques décrochages dans celui-là. Merci beaucoup Grégory. Toujours un plaisir. Et puis très bon Noël à toi encore une fois et bonne fête de fin d'année. Attends, on se revoit d'ici on est quoi la 24 ? Je regarde mon calendrier. Ah oui, on se reverra d'ici le nouvel an. Bon ça. Bah oui quand même. Et là même en mieux. Bah oui d'ailleurs, on fait l'émission le 31 encore. On fait les émissions le 24 et le 31. Je ferai l'émission en smoking, je préfère prévenir tout le monde. C'est dommage, ça sera pas en vidéo. D'accord, tu réveillonnes à la maison tout seul ou tu déjoues les confinements et tout ça ? Non, je respecte. Smoking à la maison quoi. Ouais, bah écoute, mais pour marquer le coup. Pour nos auditeurs, même si encore une fois ils ne le verront pas, mais c'est important de respecter ses auditeurs. Tu as bien raison. Eh bien, écoute, à la semaine prochaine en smoking. Alors, Grégory, nous, on se quitte en musique avec Kickban. Merci à eux. Nous, on se retrouve dimanche dans le fauteuil. Et entre-temps, samedi, l'émission Draft. À très bientôt. Bon Noël. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch. Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback. Calé sur le fauteuil, option Madame Irma. À la fin on compte les points et on finit en requin.